Les contes et légendes contiennent la sagesse de l'Afrique. Ils sont le voile qui recouvre les secrets de la tradition. Tous les aspects moraux, physiques, séculaires peuvent y être évoqués. Le griot, le conteur, est souvent dépositaire d'un message qu'il faut écouter et y comprendre. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Au cours de cette autre édition, nous allons continuer justement à nous interroger. Coopération militaire appelle le Cameroun. Le Niger veut renforcer ses relations avec la Russie. Eh bien, mesdames, messieurs, après le Mali, le Cameroun et surtout Madagascar, qui ont renforcé leurs relations avec la Russie ces derniers temps, c'est le tour du Niger qui a dépêché une forte délégation à Moscou pour rencontrer les autorités de ce grand pays. Une délégation nigérienne a été donc envoyée en Russie dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre les deux pays. Le Niger est considéré comme un des pays, on va le dire comme ça, qui jusqu'à preuve de contraire était et avait justement des relations avec la France et aujourd'hui souhaite coopérer davantage avec Moscou pour son développement, mais surtout pour sa défense. Pour le moment, la délégation a rencontré le ministère russe des Affaires étrangères avec qui elle a discuté de renforcement de la coopération Niger-Russie. Ce développement intervient quelques jours après que le Cameroun et surtout Madagascar ont signé des accords avec Moscou dans plusieurs domaines, dont la sécurité. Outre d'ailleurs ce pays, le Mali, qui est en proie à une forte insurrection terroriste, a également eu recours à Moscou pour avoir des armes et surtout des instructeurs militaires. Il faut également préciser aujourd'hui, nous nous posons donc la question, est-ce que toute l'Afrique va finalement se wagnériser, puisque jusqu'à preuve de contraire, tout l'Occident parle de mercenaires russes sur le continent africain. La Russie est-il devenue le pays ennemi public numéro 1 de l'Occident? En tout cas, ce sera notre grande interrogation. Mais pour nous accompagner, le docteur Yamben Tima est avec nous encore ce matin. Docteur Yamben Tima, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Ngos. Qu'est-ce qui se passe sur le continent africain? Pourquoi tous les pays africains se dirigent désormais vers la Russie? Il fut un temps, dans les années 40, sur le continent africain, tout parti politique qui avait des tendances à protéger son territoire et être nationaliste était considéré comme communiste. En 2022, finalement, on a l'impression aujourd'hui que les pays africains veulent aller plutôt du bloc communiste et quitter le bloc capitaliste. À la vérité, les Africains reproduisent un mode de fonctionnement politique de l'humanité depuis la nuit des temps. Chaque fois qu'un peuple s'est retrouvé confronté à un ennemi plus puissant, à un ennemi, un prédateur, Oui. à une nation qui la domine et la sujettit, tout en s'assurant de la contrôler de manière permanente ou quasi définitive, eh bien, les peuples, de manière générale, se sont rapprochés des nations qui avaient à peu près le même niveau de puissance que leurs prédateurs et qui pouvaient donc les neutraliser. C'est une stratégie utilisée largement, par exemple, au XXe siècle, avec, par exemple, la Chine, pour se libérer du Japon, s'est rapproché de l'URSS. C'est une stratégie utilisée par le Vietnam, qui pour battre la France à plate couture à Bien Dinh Phu en 1954 et les Américains pour les laminer en 1976, Oui. s'est rapproché de la Chine et de l'URSS. C'est ainsi que la Corée du Nord est née. Il faut bien comprendre que les États-Unis sont nés pour qu'ils puissent battre l'Angleterre et refouler les cousins. Les États-Unis se sont appuyés sur la France qui, à l'époque, présentait une puissance à peu près comparable à celle de la Grande-Bretagne. On sait également que, en général, c'est toujours comme cela que ça s'est passé en Angola, lorsque le MNLA a dû batailler ferme contre l'UNITA qui était pro-sud-africaine, pro-occidentale. C'était quand même curieux de voir un parti africain soutenir l'apartheid, et ça s'est passé de cette façon-là. Et lorsque, au Cameroun, l'UPC a décidé, l'UPC a commencé à nouer des liens avec la Chine et la Russie, eh bien, le prédateur français a anticipé et a décimé totalement la tête de ce parti. Bon, on est toujours surpris de constater que Achille Mbembe, pour des raisons qui lui sont propres,
présente Oumniobé comme quelqu'un qui n'était pas communiste, ni communiste ni marxiste, alors que lui-même dit clairement qu'il est marxiste et qu'il est communiste. Donc l'Afrique et le communisme, ce n'est pas une histoire nouvelle, oui. Mais par-delà les idéologies, ce qui se passe, c'est que les Africains ont soif de liberté. La génération actuelle parvient à maturité après celle de ses parents, de ses grands-parents qui s'est battu jusque pour obtenir les indépendances plutôt factices de la plupart des pays où on parle le français. Et il y a eu l'Afrique a été secouée au début des années 90 par les enfants, les premiers enfants, les enfants de ceux qui ont combattu dans les années 40-50. Et aujourd'hui, les petits-enfants de ceux qui ont combattu dans les années 40-50 en Afrique, eh bien, relance cette quête de liberté et cherche donc les alliés qui sont les plus à même de leur apporter le soutien dont ils ont besoin. Ce soutien peut être financier, économique, logistique, militaire, politique, géopolitique. Ils le cherchent et c'est tout à fait légitime que les gens se battent pour leur liberté et en se battant pour leur liberté, essayent de trouver par tous les moyens toutes les ressources qui pourraient les aider à atteindre l'objectif. Il s'agit simplement de comprendre que depuis que l'Occident a mis ses pieds ici en Afrique, l'Afrique a toujours un seul objectif. Et comme un joueur d'échecs chevronné, comme un maître d'échecs, ce n'est pas l'objectif qu'on va changer. Nous ne changerons jamais notre objectif de liberté. Parce que la liberté est consubstantiellement liée à la vie. Et la vie, c'est la première valeur en Afrique sur la triptyque sacrée qu'est vie, force, santé. Donc, nous allons nous battre et il arrive donc qu'en cours de route, nous changions la stratégie, les acteurs et la manière de jouer, mais l'objectif est resté le même. Notre liberté, notre indépendance. C'est quand même curieux que Mohamed Bazoum, qui est le président nigérien, puisse prendre langue aujourd'hui avec la Russie. Pourtant, sur le continent africain, tout le monde savait qu'il travaillait pour le compte de la France. Qu'est-ce qui a bien pu pousser Bazoum à se diriger plutôt vers la Russie? Le bien avec les êtres humains, c'est qu'ils ne sont pas, c'est qu'ils sont changeants. Il peut arriver qu'ils changent, etc. Ne désespérez jamais des êtres humains. Ayez confiance en eux, insistez quand c'est nécessaire, parce qu'ils peuvent changer. Et quelquefois, les intérêts des peuples peuvent amener un dirigeant à changer. Je ne crois pas que M. Bazoum se soit levé un beau matin, illuminé par un rêve, une vision ou un songe, mais il se trouve qu'il a une pression énorme de la jeunesse nigérienne qui n'a aucune intention de conserver le statut de laquais. Mais les Africains sont fatigués de laver les chiottes des autres. Ils ont envie de vivre et ils ont envie de cette grandeur passée, de reconstituer justement leur mode de vie. Notre mode de vie est un mode de vie humaniste. Oui. Le capitalisme détruit l'humanisme. Le capitalisme occidental, l'Europe technique, ce que j'appelle l'Europe technique, détruit tout ce qui, sur cette planète, apporte, si vous voulez, de la dignité au peuple. L'Europe ne fait que ça, depuis les croisades. Et même bien avant, avec l'Empire grec et l'Empire romain, ils ne font que ça. Il s'agit aujourd'hui de retrouver donc cette dignité, de reconstruire nos peuples. Et tous les peuples africains aujourd'hui savent que la seule nation capable de s'opposer et de faire reculer l'Occident, l'Europe technique, c'est la Russie, sur le plan militaire. Sur le plan économique, ils ont peur de la Chine et qui leur a damé le pion, oui, et qui aujourd'hui est la première puissance économique du monde. Mais les Africains sont particulièrement conscients d'une chose, et c'est peut-être de cela dont on ne parle pas assez. Les Africains d'aujourd'hui sont particulièrement conscients de leur puissance et de leur richesse. Ils savent qu'au fond, ils sont le peuple le plus riche du monde. Pas virtuellement, pas comme le pensait Thiam, l'ancien banquier qui était patron chez le HSBC, non. Pas par rapport au sous-sol qui est là et aux richesses virtuelles, non, potentielles. Par rapport à ce qui se produit sur le continent, ils savent qu'ils sont les hommes les plus riches. Lorsque vous avez 30%, 3% des matières premières, vous savez que vous êtes
les hommes les plus riches du monde. Il suffit que l'Afrique transforme 10%, transforme 25% de ces 33%, de ces 30 000 tonnes de matières premières exportées l'année dernière, ça va lui permettre d'avoir un PIB de 30 à 35%. L'Afrique sera capable, en plus du fait que d'ici 2050, elle aura le tiers de la population mondiale, en 2100 probablement la moitié, elle sait qu'en 2100, quoi qu'il arrive, compte tenu des ressources humaines variées, compétentes, déterminées, volontaires, dont elle regorge aujourd'hui, et tout en tenant compte de sa diaspora déportée pendant l'esclavage, eh bien, l'Afrique sait qu'en 2100, elle aura au minimum 40% de la richesse mondiale. Nous en sommes conscients. C'est pour ça que les Africains aujourd'hui sont sereins et qu'ils estiment que ça ne doit pas se jouer sur l'escalade verbale, mais là, la stratégie. Et donc, c'est fort de tout cela que M. Bazoum ressent la pression, que la jeunesse nigérienne met la pression à M. Bazoum. Et vous avez l'un des éléments les plus intéressants d'illustration que je vais vous prendre. Le Niger, en 2020, c'est la production de l'équivalent de 5 504 milliards de francs CFA d'uranium, à peu près 10 milliards de dollars. Sauf que sur ces 10 milliards de dollars, le Niger a reçu exactement combien? 160 millions de dollars, 89 milliards de francs CFA. Alors, c'est quand même quelque chose de curieux. C'est-à-dire que la production de l'uranium au Niger vaut 5 504 milliards de francs CFA, 10 milliards de dollars. Le Niger, sur 10 milliards de dollars, ne reçoit que 160 millions de dollars. La jeunesse nigérienne ne peut pas accepter ce genre de choses. Elle ne comprend même pas de quoi il est question. Donc, en fait, M. Bazoum n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est l'environnement du jeu. Et c'est cette stratégie de jeu du peuple nigérien, une nouvelle stratégie que le peuple nigérien construit, structure, qui pousse M. Bazoum à faire un certain nombre de choses. Il aime bien être président du Niger. Ça lui plaît d'être président. Donc, pour être président, il a intérêt à écouter un peu. Et le fait d'aller vers les Russes peut garantir que l'exploitation de l'uranium au Niger change un peu. Et vous n'allez quand même pas croire que le Mali regorge d'hydrocarbures, de cassitérite, de tout cela, et que le Niger n'en a pas. Je crois que toute cette zone, c'est un scandale géologique, comme toute l'Afrique d'ailleurs, et le Niger sait qu'elle a aujourd'hui de nombreuses richesses qui peuvent profiter à son peuple et qui vont lui permettre de vivre le mieux possible. Et du coup, elle cherche l'allié le plus sûr, qui est suffisamment puissant pour contrer ce qui exploite indûment sa population et ses richesses. Pourtant, depuis quelques semaines, il y a quand même des convois de Takuba, de Barkhane qui quittent le Mali et se dirigent directement vers le Niger. Et le peuple nigérien, vous parliez tout à l'heure de la jeunesse nigérienne, qui est sortie quand même pour demander à Bazoum d'interdire justement à Takuba Barkhane de venir s'installer sur le sol nigérien. C'est ça la pression dont je parlais tout à l'heure. Vous ne le croirez peut-être pas, mais il pourrait arriver clairement que les premiers instructeurs russes arrivent au Niger très vite. Et vous connaissez la conséquence. Dès qu'ils sont là, les autres partent. Le président Bazoum peut être dans une situation où il se dit, bon, très bien, le rapport de force ne m'est pas favorable face à la France. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais exactement ce qui ne plaît pas à la France, ce qui lui fait peur. Et la seule chose qui fait peur à la France aujourd'hui, c'est la présence russe. Donc, à la France, à l'Occident, à leurs alliés. Est-ce qu'ils vont ouvrir un nouveau front au Niger? Ils peuvent être assez fous pour le faire. Mais s'ils ouvrent un nouveau front au Niger, ils vont très vite se faire avaler. Et c'est ça toute la difficulté, parce qu'ils n'ont pas autour du Niger, comme par exemple en Ukraine, la capacité d'arriver tout près de la frontière où se trouve le conflit. Et s'ils se doivent donc ravitailler des troupes françaises qui vont combattre des troupes de l'État du Niger, ça va être en termes logistiques extrêmement lourd et ça ne pourra certainement pas marcher. Et le Niger constate avec beaucoup d'intérêt l'émancipation progressive du Mali qui est tout proche et se dit, mais ça n'a pas coûté les yeux de la tête au Mali.
Le Mali n'a pas disparu de la surface de la terre en renvoyant un ambassadeur français, en faisant partir la force Barkhane du Mali. Le Mali n'a pas disparu. Donc, il y a des voix qui s'élèvent au Niger pour dire on ne comprend pas pourquoi les déchets, parce que lorsqu'une force part d'un pays à un autre parce qu'elle est chassée de ce pays-là, c'est un déchet. Donc, les intellectuels, les journalistes, la jeunesse nigérienne ne comprend pas la raison pour laquelle les déchets de l'histoire atterrissent chez eux. Ils ne comprennent pas pourquoi. Ce d'autant plus que on a beaucoup de soupçons. Est-ce que les forces françaises auraient enterré, par exemple, des déchets radioactifs, des déchets nucléaires au Mali? C'est les Maliens qui posent la question. Oui. Est-ce que ces gens, en venant au Mali, ne vont pas faire comme ce qui s'est passé au Mali, c'est-à-dire commencer plutôt à exploiter le sous-sol en catimini? Est-ce qu'ils ne vont pas finir par couper le pays en deux comme ils l'ont fait au Mali? Est-ce qu'ils ne vont pas provoquer un massacre comme cela s'est fait en Côte d'Ivoire? Voilà autant de questions que se posent les Nigériens et ils estiment qu'ils ne voudraient pas mieux se retrouver complètement dominés, pris à partie par cette force. Parce qu'il est clair que l'armée nigérienne en ce moment ne pourrait probablement pas résister à la force Barkhane et à Takuba. Donc, il leur faut quelque chose qui puisse faire contrepoids et s'assurer d'intimider cette force-là, de mener quelques actions inacceptables que ce soit. Vous sortez de cet entretien, en 3 ans quand même, en moins de 3 ans peut-être même d'ailleurs, eh bien la Russie est en train d'entrer sur le continent africain. Je prends le cas avec le Nigeria déjà, la République centrafricaine, le Mali, le Cameroun, Madagascar et cette fois-ci le Niger. Ça va quand même un peu trop vite pour dire finalement que l'Afrique a à cœur de se délivrer ou alors de se libérer entièrement et totalement du joug français, du joug occidental. En réalité, la Russie a toujours été là. On a vu, elle a toujours été là. Même l'URSS à l'époque a toujours été là. Et certains pays entretiennent quand même des relations très particulières avec la Russie, comme le Cameroun. Hannibal Petrovitch, quand on y pense, on comprend très bien que les discussions qui ont lieu entre le Cameroun et la Russie sont des discussions très animées et des discussions respectueuses parce que les Russes savent ce dont les Camerounais sont capables et par-delà les Camerounais, ce dont les Camerounais sont capables. Parce que Hannibal Petrovitch, l'ancêtre de Pouchkine, c'était pas du gâteau. C'était très sérieux. Et dans l'histoire de la Russie, ce sont des personnages centraux, extrêmement importants, sur le plan militaire pour Hannibal Petrovitch, sur le plan de la culture pour Pouchkine. Donc, quand ces gens-là viennent parler avec les Africains, ils viennent respectueusement. Ils savent ce dont les Africains sont capables dans un environnement structuré. Dès que l'environnement est structuré, ils sont au sommet de tout ce qu'ils entreprennent. Donc, ils savent et ils sont conscients que cette mise en ordre, cette perspective éthique que l'Afrique veut se donner, c'est-à-dire cette perspective de mise en ordre que l'Afrique veut se donner, c'est parce qu'elle veut aller au sommet. Elle veut atteindre à nouveau les sommets dans la science, dans tous les arts et dans toutes les activités humaines, particulièrement les activités économiques qui l'interpellent de manière assez forte aujourd'hui. Eh bien, ils savent également que quand les Africains sont au sommet, cela profite à l'humanité. Parce que l'attitude de l'Africain, la vision, la projection de l'Africain est toujours une projection universelle. C'est toujours une perspective universaliste qui permet à l'humanité tout entière de profiter des actions de l'Africain. Ce qui n'est pas le cas de ceux qui aujourd'hui pillent l'Afrique. Et ces gens qui pillent l'Afrique, par ce fait-là, bloquent la marche du monde. Ils créent des problèmes par ce fait à toute la planète. Donc, il faut qu'à un moment donné, quelqu'un leur dise d'arrêter. Il faut que quelqu'un mette fin à ça. Les Africains ont pris l'initiative de libérer leur continent. Eh bien, ils vont libérer leur continent et les amis qui voudront bien les aider vont profiter, bénéficier de cette liberté lorsqu'elle sera gagnée. Tous ceux qui traînent le pas, tous ceux qui prennent cette attitude neutre, qui est en réalité une attitude complice, tout cela, le moment venu, et c'est peut-être l'une des choses les plus graves avec les Africains, c'est qu'ils ont une mémoire d'éléphant. Les Africains s'en souviendront.
Donc la Russie a toujours été là. Elle a été en Érythrée, elle a été en Éthiopie, elle a toujours été là, elle a été en Angola, elle a toujours été là. Elle a été au Cameroun d'une certaine manière par les contacts que notre pays entretient avec la Russie depuis très longtemps. Et là, on a un certain nombre de contrats, des plans de développement extrêmement sérieux pour l'Afrique centrale. Elle est là, la Russie. Le fond du problème, c'est que l'Occident veut faire croire à l'humanité que l'Afrique, que le président Poutine s'est réveillé un beau matin et peut-être qu'à la télé, il a vu des hommes noirs et il a découvert qu'il y avait des hommes noirs sur la planète. Non, pas du tout. La Russie a toujours été là. Et lorsque vous observez le développement de l'Afrique au cours des 20 dernières années, mais les échanges entre la Russie et l'Afrique se chiffrent en centaines de milliards de dollars. Pourquoi est-ce qu'on va croire que c'est du jour au lendemain qu'on s'est rencontrés? Mais Lukoil fait des affaires ici, Rosneft achète ici, Gazprom est présent sur le continent. Les Africains, mais la Lada, vous connaissez la Lada? Non, ils ont toujours été là. Et il y a aujourd'hui des activités dans beaucoup de domaines qui font que la présence russe en Afrique est heureusement très remarquée, et cela fait que les Africains estiment que c'est un partenaire sérieux, parce que ne sera appelé sérieux que celui qui œuvre dans le sens de l'objectif que les Africains se sont assignés pour les prochaines années, leur liberté, leur indépendance. Donc, si toute l'Afrique va vers, si beaucoup de nombreux pays, même si tous les pays africains allaient vers la Russie, c'est parce qu'elle présente des garanties d'une coopération saine, mais en même temps, elle présente un niveau technologique qui nous intéresse. Elle présente aussi quelque chose de fondamental dont l'Europe technique ne veut pas parler. La Russie actuelle est nationaliste. Et elle a réussi à se reconstruire, à se libérer du dépeçage qui avait commencé dans les années 90, parce qu'elle est nationaliste. Et il y a une chose de fondamentale chez ce peuple. Russe ne désigne pas quelque chose, c'est un adjectif. C'est-à-dire que c'est un qualificatif qui désigne un état d'esprit, une attitude, un comportement, une manière d'être chevaleresque, généreux, mais également une manière très particulière de se penser comme quelqu'un d'intrinsèquement, d'irrémédiablement libre. Et je crois que c'est à ce niveau-là qu'il y a une rencontre, quelque chose, une complicité entre le peuple russe et les peuples africains. Ce n'est pas une liberté qui se fait au détriment de celle des autres. Non. Si je suis libre, il n'y a aucune raison que ma liberté détruise la vôtre. Ce n'est pas une liberté qui se fait au détriment de celle des autres. C'est une liberté qui est, selon le terme du président chinois Xi Jinping, qui est une liberté de partage de la prospérité. C'est des choses extrêmement fortes qui structurent un monde nouveau où on partage la prospérité, où on partage la sécurité, où on protège l'ADN des civilisations, c'est-à-dire que le mode de vie des gens est protégé. Il n'y a donc plus de politique d'assimilation, d'évolution, des choses de ce genre. On n'a pas à assimiler les autres, on a à être soi-même et à les laisser être ce qu'ils sont. Donc je crois que, au fond, la présence de la Russie, c'est simplement un état d'esprit nouveau, c'est simplement que la reconfiguration actuelle du monde pousse les peuples à s'appuyer les uns sur les autres en vue de la liberté partagée, en vue de la dignité commune de tous les peuples de l'humanité. Merci beaucoup, Dr Yamtima, d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre parole panafricaniste. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur notre chaîne de télévision Panafricaniste TV, la chaîne des panafricanistes. Bonne journée à toutes et à tous et à très bientôt.